En tant qu'iconoclaste, tu vois, je collectionne les couvertures de Bilbo le Hobbit. J'ai pas encore, j'ai que les couvertures françaises pour l'instant. Une réception inattendue. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre, d'une atmosphère suintante, non plus qu'un trou sec, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit. That means comfort, ce qui implique le confort. Il y avait une porte tout à fait ronde, comme un hublot, peinte en vert, avec un bouton de cuivre jaune bien brillant exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube, comme un tunnel. Un tunnel très confortable, sans fumée, aux murs lambrissés, au sol dallé et garni de tapis. Il était meublé de chaises cirées et de quantité de patères pour les chapeaux et les manteaux. Le hobbit aimait les visites. Le tunnel s'enfonçait assez loin, mais pas tout à fait en droite ligne dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait, a des lieux alentour. Et l'on y voyait maintes petites portes rondes, d'abord sur un côté, puis sur un autre. Le hobbit n'avait pas d'étage à grimper. Chambre, salle de bain, cave, dépenses, celles-ci nombreuses, penderie, il y avait des pièces entières consacrées aux vêtements, cuisine, salle à manger, tout était de plein pied. Et en fait, dans le même couloir. Les meilleures chambres se trouvaient toutes sur la gauche en entrant, car elles étaient les seules à avoir des fenêtres circulaires et profondes, donnant sur le jardin et les prairies qui descendaient au-delà jusqu'à la rivière. Ce hobbit était un hobbit très cossu, et il s'appelait Baggins. Les Baggins habitaient le voisinage de la colline depuis des temps immémoriaux, et ils étaient très considérés. Non pas seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils n'avaient jamais d'aventure et ne faisaient rien d'inattendu. On savait ce qu'un Baggins allait dire sur n'importe quel sujet, sans avoir la peine de le lui demander. Ceci est le récit de la façon dont un Baggins eut une aventure et se trouva dire et faire des choses les plus inattendues. Il se peut qu'il y ait perdu le respect de ses voisins, mais il y gagna... Eh bien, vous verrez s'il y gagna quelque chose en fin de compte. La mère de notre hobbit, mais qu'est-ce que les hobbits? Je pense que de nos jours, une description est nécessaire vu la raréfaction de leur espèce et leur crainte des grands, comme ils nous appellent. Ce sont, ou c'étaient, des personnages de taille menue, à peu près la moitié de la nôtre, plus petits donc que des nains barbus. Les hobbits sont imberbes. Il n'y a guère de magie chez eux que celle tout ordinaire et courante qui leur permet de disparaître sans bruit et rapidement quand des grands idiots comme vous et moi s'approchent lourdement en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre d'1 kilomètre. Ils ont une légère tendance à bedonner. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune. Ils ne portent pas de souliers, leurs pieds ayant la plante faite d'un cuir naturel et étant couverts du même poil brun, épais et chaud que celui qui garnit leur tête et qui est frisé. Ils ont de longs doigts bruns et agiles et de bons visages, et ils rient d'un rire ample et profond, surtout après les repas qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils le peuvent. Et maintenant vous en savez assez pour la poursuite de notre récit. Or donc, la mère de ce hobbit, c'est-à-dire Bilbo Baggins, était la fameuse Belladone Took, l'une des 3 remarquables filles du vieux Took, chef des hobbits qui habitait de l'autre côté de l'eau, à savoir la petite rivière coulant au pied de la colline. On disait souvent, dans les autres familles, qu'au temps jadis, l'un des ancêtres Took avait dû épouser une fée. C'était absurde, bien sûr, mais il y avait tout de même chez eux, sans nul doute, quelque chose qui n'était pas entièrement hobbital. Et de temps à autre, des membres du clan Took se prenaient à avoir des aventures. Ils disparaissaient et la famille n'en soufflait mot. Mais il n'en restait pas moins que les Took n'étaient pas aussi respectables que les Baggins, bien qu'ils fussent incontestablement plus riches. Ce n'est pas que Belladone Took ait eu des aventures après être devenue Madame Bungo Baggins. Bungo, le père de Bilbo, construisit pour elle, en partie avec son argent, le plus luxueux des trous de hobbits qui se put voir sous la colline, sur la colline ou de l'autre côté de l'eau, et ils demeurèrent là jusqu'à la fin de leurs jours. Mais si Bilbo, fils unique de Belladone, ressemblait en tout point par les traits et le comportement à une seconde édition de son solide et tranquille père, il devait avoir pris au côté Took une certaine bizarrerie dans sa manière d'être, quelque chose qui ne demandait qu'une occasion pour se révéler. Cette occasion ne se présenta pas avant que Bilbo ne fût devenu tout à fait adulte.
Il avait alors environ 25 ans. Il habitait dans le beau trou de hobbit qu'avait construit son père et que j'ai décrit plus haut, et il semblait qu'il s'y fût établi immuablement. Un matin, il y a bien longtemps, du temps que le monde était encore calme, qu'il y avait moins de bruit et davantage de verdure, et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères, Bilbo Baggins se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner, en train de fumer une énorme et longue pipe de bois qui descendait presque jusqu'à ses pieds laineux et brossés avec soin. Par quelque curieux hasard, vint à passer Gandalf. Gandalf, si vous aviez entendu le quart de ce que j'ai entendu raconter à son sujet, et ce que j'ai entendu ne représente qu'une bien petite partie de tout ce qu'il y a à entendre, aucune histoire, fût-ce la plus extraordinaire, ne vous étonnerait. Histoire et aventure jaillissaient de la façon la plus remarquable partout où il allait. Il n'était pas passé par ce chemin au pied de la colline depuis des éternités. En fait, pas depuis la mort de son ami le vieux Touk. Et les hobbits avaient presque oublié son aspect. Il était parti au-delà de la colline et de l'autre côté de l'eau pour des affaires personnelles, à l'époque où il n'était que des petits hobbits et des petites hobbiteux. Bilbo, qui ne se doutait de rien, ne vit ce matin-là qu'un vieillard appuyé sur un bâton. L'homme portait un chapeau bleu, haut et pointu, une grande cape grise, une écharpe de même couleur par-dessus laquelle sa longue barbe blanche descendait jusqu'à la taille, et d'immenses bottes noires. « Bonjour, » dit Bilbo. Et il était sincère. Le soleil brillait et l'herbe était très verte. Mais Gandalf le regarda de sous ses longs sourcils broussailleux qui dépassaient encore le bord de son chapeau ombreux. « Qu'entendez-vous par là ?» dit-il. « Me souhaitez-vous le bonjour ? Ou constatez-vous que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non ? Ou que vous vous sentez bien ce matin ? Ou encore que c'est une journée où il faut être bon ? » « Tout cela à la fois, » dit Bilbo. « Et c'est une très belle matinée pour fumer une pipe dehors, par-dessus le marché. Si vous en avez une sur vous, asseyez-vous et profitez de mon tabac. Rien ne presse, nous avons toute la journée devant nous. » Bilbo s'assit alors sur un banc qui se trouvait à côté de sa porte, croisa les jambes et lança un magnifique rond de fumée grise qui s'éleva sans se rompre et s'en alla en flottant par-dessus la colline. « Très joli, » dit Gandalf, « mais je n'ai pas le temps de faire des ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure que j'arrange, et c'est très difficile à trouver. »« Oh, je le crois aisément, dans ces parages. Nous sommes des gens simples et tranquilles, et nous n'avons que faire d'aventures. Ce ne sont que de vilaines choses, des sources d'ennui et des désagréments. Elles vous mettent en retard pour le dîner. Je ne vois vraiment pas le plaisir que l'on peut y trouver, » dit notre monsieur Baggins. Et il passa un pouce sous ses bretelles, tout en émettant un nouveau rond de fumée encore plus grand que le précédent. Puis il prit son courrier du matin et se mit à lire, prétendant ne plus prêter attention au vieillard. Il avait décidé que celui-ci n'était pas tout à fait de son bord, et il voulait le voir partir. Mais l'autre ne bougea pas. Il restait appuyé sur son bâton, à regarder le hobbit sans rien dire, jusqu'à ce que Bilbo en ressentit une certaine gêne, et même quelque irritation. « Bonjour, dit-il enfin. Nous ne voulons pas d'aventure par ici, je vous remercie. Vous pourriez essayer au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau. » Il entendait par là que la conversation était terminée. « À combien de choses vous sert ce mot de bonjour ?» fit remarquer Gandalf. « Vous voulez maintenant dire que vous désirez être débarrassé de moi, et que le jour ne sera pas bon tant que je n'aurai pas poursuivi mon chemin. » « Pas du tout, cher monsieur, voyons, je ne crois pas connaître votre nom. »« Si, cher monsieur, et moi je connais le vôtre, monsieur Bilbo Baggins. Et vous savez le mien, quoique vous ne vous rappeliez pas le rapport qu'il y a entre lui et moi. Je suis Gandalf, et Gandalf, c'est moi. Comment penser que je vivrais assez pour que le fils de Belladon Touk me salue d'un bonjour comme si je vendais des boutons de porte en porte ? Gandalf, Gandalf, Dieu du ciel, pas le magicien errant qui donna au vieux Touk une paire de boutons de diamants magiques qui s'agrafaient de même et ne se défaisaient que sur ordre exprès, pas le personnage qui racontait dans les réunions de si merveilleuses histoires de dragons, de géants, de la délivrance de princesses et de la chance inespérée de fils de veuves, pas l'homme qui faisait des feux d'artifice si parfaits. Ah, je me les rappelle, ceux-là. Le vieux Touk les donnait la veille de la Saint-Jean. Splendides. Ils s'élevaient comme de grands lys, des gueules de lion ou des cytises de feu, et restaient longtemps suspendus dans le crépuscule.
Vous pourrez déjà remarquer que M. Baggins n'était pas aussi prosaïque qu'il se plaisait à le croire, et aussi qu'il aimait beaucoup les fleurs. « Mon Dieu !» poursuivit-il, « pas le Gandalf qui fut responsable de ce que tant de garçons et de filles bien tranquilles aient pris le large pour de folles aventures. Cela allait de grimper aux arbres à rendre visite aux elfes, ou à s'embarquer sur des navires pour d'autres rivages. Dieu me bénisse, la vie était tout à fait intéressante. Je veux dire qu'à un moment, vous avez bien perturbé les choses par ici. Je vous demande pardon, mais je n'avais aucune idée que vous étiez toujours en activité. »« Et où voudriez-vous que je fusse ?» dit le magicien. « Enfin, je suis tout de même content de voir que vous vous souvenez un peu de moi. Vous semblez garder un bon souvenir de mes feux d'artifice en tout cas, et ce n'est pas sans espoir. De fait, en considération de votre vieux grand-père Touk et de cette pauvre belladone, je vous accorderai ce que vous m'avez demandé. »« Je vous demande pardon, mais je ne vous ai rien demandé. »« Si, par 2 fois maintenant, mon pardon. Je vous l'accorde. En fait, j'irai jusqu'à vous lancer dans cette aventure. Ce sera très amusant pour moi et très bon pour vous, sans compter le profit très probablement si vous réussissez. »« Je regrette, je ne veux pas d'aventure, merci. Pas aujourd'hui. Bonjour, mais venez prendre le thé. Quand vous voudrez, pourquoi pas demain. Venez demain. Au revoir. » Sur quoi le hobbit se détourna et se réfugia vivement derrière sa porte ronde et verte qu'il referma aussi vite que le permettait la politesse. Après tout, les magiciens sont des magiciens. « Pourquoi diable l'ai-je invité à prendre le thé ?» se demanda-t-il tout en se rendant au garde-manger. Il venait de prendre son petit déjeuner, mais il pensait qu'1 ou 2 gâteaux et un verre de quelque chose lui feraient du bien après sa peur. Cependant, Gandalf était resté debout à la porte et il rit, longuement, mais en silence. Après un moment, il s'approcha du ventail et du fer de son bâton, il traça un signe bizarre dans la belle peinture verte. Puis il s'en fut à grands pas, à peu près au moment où Bilbo achevait son second gâteau et commençait à penser qu'il avait fort bien esquivé les aventures.